Donc maintenant, je laisse la place à Eric, qui va nous parler du Lean Management. Alors moi, juste un petit commentaire, c'est que c'est un sujet que je connais puisqu'on l'a fait à l'entreprise. On l'a mis en place à l'atelier de préfabrication. Alors, il y a vraiment un avant et un après Lean. Je vous invite à découvrir ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Et surtout, je vous invite à le mettre en application. Alors, on l'a fait d'abord sur la partie atelier, la partie du personnel pour organiser leur travail. Et ensuite, on démarre, nous, le Lean dans pour la partie administrative, au niveau du commerce et pour la vie complète du dossier, pour s'y retrouver dans son organisation. Et je laisse la main à Eric pour expliquer tout ça. Je pense que c'est bon. Merci beaucoup pour votre accueil et pour m'écouter durant cette petite heure pour discuter et échanger autour de l'excellence opérationnelle. Donc, je vous propose, je dirais, le programme ou l'agenda suivant. N'hésitez pas pour autant à m'interrompre si nécessaire, si vous estimez que je ne suis pas clair dans mes propos ou si vous-même vous avez mené, je dirais, des projets de cette nature. C'est toujours bon d'avoir un retour d'expérience sur ces sujets. Donc, je vais commencer par me présenter rapidement. Alors, je peux intervenir à deux titres ce soir, c'est-à-dire qu'en tant que consultant qui fait du Lean, et puis il se fait que la boîte, je l'ai reprise avec quelques associés, et en fait, on a racheté la boîte pendant le confinement. Donc, faire un rachat pendant un confinement, c'est assez sympa. Et en fait, voilà, officiellement, on a repris la boîte le 7 août, en fait. Voilà. Donc, XL Group, qui on est. Donc, alors ici, on fait plus groupe d'Europe que cabinet de conseil, mais donc voilà, je dirais mes associés. Donc, en fait, on est un petit cabinet de conseil de 35 collaborateurs. On est implanté un peu sur tout le territoire, enfin plutôt l'Est et puis le Nord et l'Ouest. La maison mère est basée à Mélan, près de Grenoble. On a créé en 2014 une filiale en Suisse, et puis on est présent dans l'Ouest, à Lorient, où on a créé en fait une agence toujours pendant le confinement. Donc rapidement, nous, notre métier, c'est assez simple. C'est-à-dire, comme on dit souvent, on ne sait pas faire grand-chose, mais ce qu'on essaye de faire, on essaye de bien le faire. C'est-à-dire qu'en fait, on accompagne des boîtes de toute filière, de tout secteur, des PME, des TPE, des startups, du CAC 40, qui ont envie en fait d'utiliser le Lean Management pour développer leur boîte, pour développer la compétence de leurs collaborateurs et quelque part pour développer une performance, mais une performance pérenne. Je ferai la différence. Quand vous tapez Lean sur Internet, il y a à peu près tout et n'importe quoi qui arrive, notamment parce qu'il y a eu des boîtes, majoritairement des grosses boîtes, qui ont dévoyé le Lean Management pour faire du cost-cutting et donc de la réduction de la masse salariale. Définitivement, réduire la masse salariale, ce n'est pas faire du Lean. Il y a eu aussi des reportages qui ont été assez dévastateurs sur le sujet, notamment La Poste. On voyait un postier qui, quand il allait pisser, il y avait un mec derrière un chronomètre. Enfin bon, ça n'a rien à voir avec le Lean, certainement, que tu as connu et que nous, chez XL, on met en place. Donc, en fait, on a globalement trois départements. Un département qui fait de la formation. Donc, nous, on est référencé au niveau de France Compétences pour quelque part faire de la formation certifiante, d'accord. Donc les gens qui viennent chez nous, alors sans jargonner, vous entendrez parler de yellow, de green ou de black belt. En fait, c'est des niveaux de ceinture. Un yellow belt, c'est quelqu'un qui est en capacité de faire de la résolution de problèmes simples.
Un green belt, c'est quelqu'un qui va être capable d'animer des chantiers de performance, et un black belt, c'est quelqu'un qui est capable en fait de mener ce qu'on appelle dans notre jargon un projet de transformation qui vise à retourner la boîte dans le bon sens. Donc voilà pour la formation. On mène bien évidemment des projets conseils dans des structures, comme je viens de le dire précédemment, de la petite boîte au CAC 40. Et puis, on a créé l'année dernière une entité qui permet de certifier nos apprenants, nos formateurs. Alors, souvent, dans les projets qu'on mène, on embarque à la fois du conseil et puis de la formation. Alors, effectivement, c'est une boîte qui existe depuis 1988. Au départ, la boîte était orientée sur, on va dire, la qualité. Donc, XL a accompagné plein de boîtes pour les aider à se certifier en normes ISO. Et vous voyez, nous, on essaye un peu de faire ce qu'on promulgue à nos clients, c'est-à-dire chaque année, on se met un projet de développement. Alors, ça peut être un projet d'innovation managériale en interne, ou ça peut être des nouveaux produits, ou ça peut être de développer des territoires, etc. C'est important, on est dans un métier où ça bouge énormément. Il y a une concurrence effrénée. Nous, nos concurrents, c'est de l'indépendant qui se facture à 600, 800 balles, à McKinsey qui va facturer à 5 000 €, mais c'est McKinsey, donc sur certains grands comptes, ça peut faire plaisir aux patrons de signer avec des gros cabinets de conseil prestigieux. Donc ça nous impose, je dirais, de renouveler sans cesse un peu nos différents sujets. De toute façon, je vous laisserai la presse. Donc là, quelques-unes de nos références. Tout simplement pour dire que ça, c'est peut-être une question aussi qu'on peut lever. C'est que souvent, le Lean a été, je dirais, associé à Toyota. Vous avez un superbe exemple à Honin. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez visiter en fait l'usine. C'est assez... c'est vrai que même si tout le monde ne fait pas des bagnoles et n'est pas d'une culture japonaise, mais pour autant, visiter le site de Honin vous plonge véritablement dans ce qu'est le Lean originel. Vous voyez des gens qui sont contents de bosser et ça ne vous empêche pas de croiser des mecs avec un casque avec marqué CFDT. Il n'y a pas de sujet là. Par contre, c'est une usine de 4000 personnes. Ils sont capables d'arrêter toutes les 2 semaines pendant 50 minutes à faire de la résolution de problèmes. D'accord ? C'est-à-dire que, oui, la productivité, parce qu'il y a à peu près sur le site d'Honin une Yaris qui sort toutes les 70 secondes et pas la même, c'est-à-dire avec une motorisation et avec des couleurs, je dirais, différentes. Donc, voilà, c'est assez intéressant, je trouve, si vous en trouvez, je dirais, si vous avez le temps, et puis si vous souhaitez creuser ces sujets-là, je vous invite vraiment à visiter le site de Toyota. Donc, définitivement, et vous le voyez, on peut mettre du Lean quasiment partout. Et c'est pas uniquement réservé aux industriels, c'est pas réservé aux boîtes de 200 ou 300 personnes. Nous, on a accompagné des startups d'une vingtaine de personnes. Par contre, évidemment, ça se déploie pas de la même manière entre une PME de 200, une TPE de 10 et puis un grand groupe de 100 000 personnes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut, je pense, retenir parce que c'est un élément important. OK, alors, bon, c'est pas drôle, mais c'est une triste réalité. En fait, c'est une étude qui a été menée aux États-Unis. Je ne sais pas si en Europe ou en France, c'est la même chose. Mais en fait, sur les 50 dernières années, on s'aperçoit que le taux de mortalité en fait, des boîtes a été multiplié par 6, c'est-à-dire que il y a effectivement beaucoup de boîtes qui se créent, mais il y en a beaucoup aussi qui disparaissent, qui meurent. Et l'analyse de ces sujets-là montre qu'en fait, il y a une difficulté des entreprises à faire face à la complexité d'un environnement qui est de plus en plus changeant. Je ne parle même pas de la crise du Covid qui nous a tous propulsés de manière assez violente dans des réorganisations ou pour certains dans des repositionnements stratégiques ultra rapides.
Pour autant, on a un environnement qui, de toute manière, qui ne se simplifie quoi qu'il arrive. Sur beaucoup de sujets, les clients deviennent de plus en plus exigeants, c'est pour hier, il ne faut pas que ça soit cher, il faut que ça soit d'une super qualité, etc., etc. Donc il y a plein d'injonctions paradoxales. Et quand vous êtes sur des marchés avec une forte concurrence, avec une innovation managériale très forte qui vous pousse à envoyer du cash sans arrêt, parce que sinon votre R&D, votre innovation, elle ne vous permet pas en fait d'avoir des produits innovants. Là, vous pouvez commencer à avoir, je dirais, un certain nombre de difficultés. Alors, une fois qu'on a dit ça, je ne sais pas si vous, peut-être l'acronyme VUCA, ça vous dit quelque chose? Alors, ou VICA en français, c'est volatile, incertain, complexe, ambigu. Les sociologues aujourd'hui nous promettent un avenir super sympa parce que, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le monde incertain, complexe et ambigu. Et vous vous retrouvez là, et effectivement, on le constate. Vous avez ici quelques exemples qu'on constate tous les jours au niveau on va dire de la mondialisation, au niveau également des cycles de vie des produits qui sont de plus en plus courts. Si vous êtes sur des marchés de la high-tech, il faut sans cesse renouveler parce que sinon vos clients ils vous lâchent, etc., etc. Les prévisions de vente, j'en parle même pas parce que de toute façon c'est complètement illusoire de penser qu'on va pouvoir prédire. De plus en plus, et même pour des boîtes qui avaient l'habitude de faire des longues séries sur des produits comme par exemple les sacs Louis Vuitton, aujourd'hui, vous visitez une usine Louis Vuitton, c'est des petites cellules flexibles où en fait vous avez des très très petites quantités avec une très très forte diversification. Et ça, c'est quand même des éléments qui complexifient un peu le business le business des boîtes, avec bien évidemment des clients de plus en plus, je dirais, exigeants. Alors, juste comme ça, il y a une loi qui est assez sympa, c'est la loi de Topsol et qui dit que les bénéfices d'une boîte, en fait, sont proportionnels à la vitesse d'écoulement de l'information et des matières. Ce que je veux dire par là, et on commence à introduire une notion qui parfois est dérangeante. En fait, souvent, c'est pas un problème de coût. Combien de fois on entend la notion de coût de revient trop cher, etc. C'est d'abord, on justifie ça pour pouvoir délocaliser. En fait, oui, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut s'intéresser au coût, mais il faut surtout s'intéresser à l'écoulement des matières. Si vous prenez une boîte industrielle ou une société de service, en fait, vous pouvez la matérialiser en disant, voilà, j'ai de la matière qui rentre dans un tuyau et puis progressivement, je vais avoir des opérations qui vont faire qu'on va transformer cette matière en produit fini. C'est vrai également dans les services administratifs ou au niveau des cabinets d'expertise comptable où je reçois un dossier, puis je le traite, où je produis un bilan, je produis un compte de résultat. En fait, le sujet, c'est d'essayer à un moment donné de faire que l'écoulement soit le plus fluide possible pour éviter justement des zones dans lesquelles vous allez avoir de l'accumulation, vous allez avoir de l'irritation, vous allez avoir du stock qui va vous servir à pas grand-chose et donc qui va vous empêcher le flux de s'écouler. Et avec cette loi, plus vous empêchez le flux de s'écouler, plus vous dégradez vos bénéfices. Alors, ça peut être parfois contre-intuitif, mais là, je vous demande de me croire sur parole. Alors, quand même, quand on parle de Lean, il y a 3 personnes qui sont assez importantes, en fait, dans ces affaires-là. Vous avez le premier en haut, qui est Taishi Ohno. Donc, c'était un ingénieur méthode de Toyota, et c'est lui, en fait, qui a construit le système de production Toyota. Taishi Ohno, c'est l'homme qui pensait à l'envers. Taishi Ohno disait, par exemple, effectivement, les coûts ne sont pas faits pour être calculés, sont faits pour être réduits. Mais de quels coûts on parle? Des coûts dus au gaspillage. On le reverra un peu après. Donc, Taishi Ohno, c'est effectivement le penseur de Toyota qui était quelque part très, très intéressé et obsédé par l'observation, le terrain.
Hein, le mot japonais, c'est le gemba walk, c'est-à-dire que quand, en tant que dirigeant, bah voilà, vous allez sur le terrain voir concrètement et observer ce qui se passe. Donc, lui, on peut considérer que globalement, c'est, on va dire, l'inventeur, entre guillemets, du Lean. Après, vous avez un deuxième personnage qui est Goldratt, qui a écrit un bouquin assez amusant, entre guillemets, enfin c'est amusant, c'est sous forme de récit. Il explique justement les problématiques d'écoulement via la théorie des contraintes. Ce livre, ça s'appelle Le But. Je vous encourage, c'est pas du tout un livre, je dirais, technique, mais il explique par des comment dirais-je, par des histoires un peu de tous les jours, qu'est-ce qui fait que dans une entreprise, je peux avoir des freins majeurs qui sont en fait représentés par des goulots d'étranglement. Et puis enfin, si vous avez entendu parler dans les années 80 de la boucle d'amélioration continue et le PDCA, vous avez là Deming. Donc en fait, Goldratt, Taishi Ohno et Deming sont vraiment considérés comme étant je dirais un petit peu les pères spirituels des méthodes de l'amélioration continue. Il y a un volet, et c'est dommage, c'est-à-dire que quand on parle de Lean, souvent on met en avant les outils. Alors on en parlera un peu, le 5S, la cartographie de flux, enfin des choses un peu techniques. Sauf que derrière, il y a une philosophie et un état d'esprit. Un état d'esprit qui n'a strictement rien à voir avec la recherche à mort de la baisse des coûts et des plans de productivité. Ou en tout cas, il y a un équilibre. Il y a un équilibre à trouver entre les efforts qu'il faut faire, le gaspillage, mais ça ne peut pas se faire à n'importe quel prix et à n'importe quel coût, entre guillemets, et notamment concernant le respect de l'humain. Alors, voilà, bon, c'est le même que précédemment, mais juste un peu plus jeune. Et j'aime bien cette phrase parce que y a quelque chose qui flingue énormément la performance, et quelle que soit en fait l'activité, c'est la notion de variabilité. Alors vous avez parfois une variabilité que vous ne pouvez pas maîtriser. La variabilité de votre demande client, c'est un peu compliqué, certes, mais le Lean va vous permettre, dans certains cas, de mettre en fait des contre-mesures, des parades, pour que la variabilité de la demande client, elle soit absorbée dans vos systèmes en fait de production. Un client, par essence, il est variable. Il ne sait pas forcément ce qu'il veut, ou il vous demande 50, et puis il vous rappelle c'est 30, puis après ça passe à 120, etc. etc. Oui, mais c'est comme ça. Donc, à un moment donné, il faut, en interne, les organisations puissent en fait se structurer pour absorber, je dirais, ce type de variabilité extrême. Et ce qu'on a dit aussi, c'est que dans le monde de demain, si je puis dire, très honnêtement, enfin, c'est ce que j'observe maintenant en 20-30 ans, ça s'accélère et ça ne s'arrange pas. S'il y a bien un truc qui ne s'arrange pas, c'est bien ça. Donc, il y a vraiment une demande, on parle beaucoup d'agilité, c'est-à-dire comment répondre à ce monde VUCA, comment répondre en interne en développant plus d'agilité. Et à ce titre, on peut tout à fait penser d'ailleurs que le Lean est une réponse concernant cette agilité. Bon, je ne vais pas vous faire un long cours d'historique. On retrouve ici les principaux personnages, juste pour dire que le Lean, en fait, n'a pas été inventé, enfin le mot n'a pas été inventé par Toyota, ça a été conceptualisé par deux chercheurs du MIT, Womack et Jones, qui à la fin des années 80 se sont dit mais c'est pas possible, une boîte qui était en dépôt de bilan dans les années 50 et puis les leader mondial et avec une rentabilité extraordinaire et avec globalement peu de mouvements sociaux. Il y a très peu de mouvements sociaux chez Toyota. Alors on va me dire, ouais, mais c'est au Japon, les gens
Bon, c'est dans toutes les usines, globalement, y compris même sur le site de Nain, il y a quand même une écoute très très forte, je dirais, du collaborateur et un respect du collaborateur. Donc ils ont écrit un bouquin, Le système qui changea le monde, qui a été effectivement écrit, ou La pensée Lean, ils ont écrit 2 bouquins. Donc voilà, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner quelques bibliographies sur le sujet. Alors, le Lean, c'est définitivement pas ça. C'est-à-dire que là, voilà une image où c'est pas du re-engineering. On a connu dans les années 80 du BPR, Business Process Engineering, c'est-à-dire qu'il y a 15 consultants qui arrivent, on prend un compte de résultats, on dessoude, on raccourcit les process et bilan des courses, on arrive à un désengagement des gens, tout simplement. Et quand en plus on fait ça, c'est-à-dire que, oui, parce que des fois, les pierres, elles sont un peu lourdes à porter. Donc, par des excès de productivité, c'est 3. Et puis, non, attendez, les mecs, non, vous êtes forts, vous pouvez faire 2, etc., etc. Et puis après, voilà, c'est le pauvre gars, il se retrouve tout seul, c'est incompétent, et on a plié, en fait, la boîte, on a plié l'atelier. Et quand on fait du lean ou de l'excellence opérationnelle avec nos tripes et avec notre passé d'industriel, parce que moi, j'ai pas fait toute ma carrière dans le conseil. De toute façon, pour faire du lean, du vrai lean, c'est compliqué. Donc, moi, j'ai été patron de prod, j'ai été patron de site. Effectivement, de temps en temps, il faut licencier. C'est clair. Effectivement, de temps en temps, on est obligé de faire de l'ajustement. C'est dur à dire. Mais ça ne peut pas, nous on essaye que ça ne soit pas cela, c'est-à-dire que ça ne peut pas être une obsession de maximisation du profit. Et je pense qu'il faut qu'une boîte soit profitable. Enfin, je peux vous raconter un peu mon histoire. Moi, quand j'ai racheté la boîte, on a pris la décision le 15 mars, le confinement, je suis passé au paperboard, j'ai dit on va perdre 1 million. Nous, en 2019, on a fait 4,6 millions de chiffre d'affaires. Là, on va perdre plus d'1 million. Donc, il y a le chômage partiel, donc il y a le PGE, donc il y a les mecs qui se sont alignés en interne pour digitaliser les formations en 15 jours. C'est ce que j'appelle un repositionnement technique, parce que nous, le 15 mars au soir, il n'y avait plus un client au bout du fil. Les mecs, ils étaient tous confinés, donc les missions de conseil, ça s'arrête. Les formations en présentiel, ça s'arrête, c'est plié. Et vous vous retrouvez là avec un effet de sidération où vous vous dites, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On plie tout de suite, ou on rachète, et globalement, on s'appuie sur qui, en fait, quand on est dans une situation extrême ? Et c'est là où on est bien content de voir que, parce que vous avez su développer, je dirais, un bon fit avec les collaborateurs, et tout le monde s'est aligné. Et c'est vrai que, et on n'est pas le seul exemple. Aujourd'hui, je pense que si on va s'en sortir, on espère juste terminer à l'équilibre à la fin de l'année, ce qui n'est pas gagné, mais parce que le business il est reparti, parce que voilà. Donc c'est des vrais sujets au sens où les collaborateurs, c'est précieux et on ne peut pas être sans arrêt dans une logique, même quand on fait du lean, dans une logique de recherche à tout prix de productivité. Donc, vous savez, je ne vais pas les citer ici, je ne veux pas avoir de problème, mais des cabinets qui font ce que j'appelle du lean au hachoir. C'est-à-dire qu'ils vous prennent une usine. Effectivement, les patrons au corp, à la corp, ils sont contents parce que ils ont tellement bourriné que le niveau de stock il a vachement baissé, donc il y a un bon impact au niveau du besoin en fonds de roulement, du cash, etc. Enfin bon, mais sauf que est-ce que c'est durable et pérenne ? Nous, la manière dont on voit les choses, c'est que ces affaires-là, même si on est en situation de difficulté extrême, il faut essayer de voir le sujet de manière pérenne et durable. Vous ne pouvez pas faire des chantiers d'amélioration avec 4 mecs dont le produit de sortie, c'est « Attendez, les mecs, vous êtes tellement mal organisés que maintenant, on va vous expliquer comment vous allez faire la même chose à 2. » Si c'est ça, qu'est-ce qu'on en fait des 2 autres ? On les met sur des nouveaux produits, on les met… Bon,
Voilà, donc c'est tous ces sujets qui, je vous l'accorde, hein, plus simple à parler qu'à les vivre, je dirais, au quotidien. Donc l'excellence opérationnelle, en fait, c'est une approche qui est un peu, on va dire, qui est un peu systémique, c'est-à-dire que ça embarque à la fois des outils, ça embarque du comportement, des attitudes, et puis on passe un système opérationnel, je dirais, pérenne. Alors, là aussi, on essaye un peu d'éviter ce qu'on appelle la performance locale pour travailler sur la performance globale. Je prends un exemple. Des fois, vous avez des acheteurs, j'ai rien contre les acheteurs, qui s'évertuent à trouver des composants ou des matières beaucoup moins chères. C'est super, mais sauf que derrière, quand ces matières ou ces composants arrivent en production, vous avez les rendements qui se cassent la gueule parce qu'en fait, la qualité n'est pas là. Et donc, comme vous avez les rendements qui se cassent la gueule, il n'y a pas suffisamment de produits pour livrer les clients. Donc, vous faites des ruptures. Donc, vous voyez, la performance, on va dire, locale de l'acheteur qui, lui, va sortir avec ses écarts de prix. Tu as fait un super job, sauf que bilan des courses, en production, derrière, la qualité n'y était pas. Donc, c'est toujours cette dualité, entre guillemets, entre global et local, et le Lean vise aussi à travailler ces sujets-là. Au travers notamment de l'alignement. Alors, peut-être connaissez-vous ce slide. En fait, c'est les objections qu'on prend le plus souvent quand on veut faire des programmes de changement, de transformation, c'est « j'ai pas le temps ». Non, on n'a pas le temps. Et en fait, ce qu'on essaye de dire par là, c'est qu'il y a un mec qui tire sa charrette avec une roue carrée. Avec une roue carrée, c'est beaucoup moins pratique qu'une roue ronde. Mais le gars, non, j'ai pas le temps de m'arrêter. Parce qu'effectivement, pour faire l'opération de changement de la roue carrée à la roue ronde, il faut prendre la décision d'arrêter. Et donc ça, si on essaye d'imager, c'est d'arrêter c'est accepter de changer de façon de faire, en fait. Vous avez le slogan « diriger autrement ». Quand on fait du Lean, on dirige autrement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un dirigeant, un patron de boîte, il peut pas voir ça. En fait. Il peut pas accepter de voir ça. Alors vous avez des gars, bon, ok, ils se démerdent, mais comment est-ce qu'on peut s'améliorer quand à un moment donné, on n'a pas la prise de conscience qu'une roue ronde, ça va mieux qu'une roue carrée? Et donc là, il y a un peu de travail en fait, de prise de conscience à faire avec les gens pour les amener en fait à travailler un petit peu différemment. Alors, pour entrer maintenant peut-être un peu plus dans le détail, en fait, quand on parle d'excellence opérationnelle, on va trouver principalement, on va dire, trois grands sujets. À l'origine, d'ailleurs, c'est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est prêt, c'est ce que le client est prêt à vous payer, en fait. C'est ça la notion de valeur ajoutée dans le Lean. Donc, toutes nos activités, tout ce qu'on fait doit être pensé en disant OK, est-ce que ça augmente la valeur pour mon client? Alors, ça peut être un produit, ça peut être un service, ça peut être les deux, mais le Lean va plutôt travailler sur ces sujets-là. Après, on arrive au point central qui est le plus connu, en fait, c'est l'élimination des gaspillages. Alors, vous verrez, il y a, dans les slides suivants, il y a un terme japonais pour décrire ça, c'est les muda. Peut-être entendu parler. Et en fait, c'est des typologies de gaspillage qui sont couramment trouvées ou observées en fait, dans les entreprises. Et puis, le Lean, on est aussi un peu omnubilé ou par la simplification des flux. C'est-à-dire qu'on a déjà un environnement qui est excessivement complexe. Donc, si en plus, on vient rajouter de la complication au niveau de nos organisations pour répondre à la complexité de l'environnement, là, ça devient compliqué, quoi. Ça devient compliqué et ça génère quoi? Ça génère de la souffrance, et ça génère de la souffrance pour tout le monde, et donc un peu de non-performance.
Alors, souvent, quand on balaye la littérature sur le Lean, vous avez effectivement, on le verra un peu par la suite, cette affaire-là est présentée sous forme d'une maison ou avec je dirais, deux piliers. Le juste à temps et la production sans défaut. Le juste à temps, rappelez-vous, c'est un peu mon histoire d'écoulement. C'est-à-dire, il faut que ça soit fluide. Mais fluide au niveau de l'écoulement des matières et de l'information. Il faut que ça soit fluide entre les différents départements. Il faut que ça soit, en fait, et donc là, derrière, vous voyez la notion de transversalité, la notion de décloisonnement. Il y a des boîtes, même des petites boîtes qui sont vachement cloisonnées entre les achats, l'administration des ventes, la finance, la production, où ils ne se parlent pas, où ils s'envoient des mails alors qu'ils sont de bureaux juste à côté, etc., etc. Juste à temps, c'est pas uniquement de voir, comme on entend souvent au niveau de l'automobile, les cartes Kanban qui se baladent. Il faut voir ça comme étant une fluidité en fait dans l'écoulement, à la fois des matières et des informations. Et la production sans défaut, c'est sûr que en fait derrière c'est la notion de BPC, de bon du premier coup. Parce que quand vous faites un job et puis que c'est sans arrêt, vous êtes obligé de revenir en boucle, quelque part, un, ça fatigue les gens, et deux, ça vous crame de la performance. D'accord ? Donc la valeur ajoutée, c'est ça, on en a parlé, c'est vraiment de centrer en fait ces activités sur ce que le client a envie d'avoir et ce pourquoi il est prêt à payer. Alors, souvent, dans le Lean, en fait, je dirais la thématique la plus connue, c'est les gaspillages. Donc, en fait, vous en avez en gaspillage, vous avez 8 gaspillages, mais c'est plutôt 7 en fait. Donc, vous trouvez classiquement les opérations inutiles, les temps d'attente, les défauts, les gestes inutiles, la surproduction, le surstockage, le transport inutile et l'intelligence inutilisée au sens où j'ai des gens dont j'ai à peu près la certitude que je ne les mets pas forcément au bon endroit. Et donc, on n'a pas, je dirais, on sous-utilise les compétences. Ce qui amène deux choses, c'est à la fois peut-être un ennui ou une souffrance pour le collaborateur, et aussi une non-performance je dirais, pour l'organisation. Donc ça, c'est des choses qui sont fondamentales, en fait, quand vous travaillez. Que vous soyez d'ailleurs en situation de crise ou pas situation de crise, quand on regarde en fait un flux, une organisation, vous pouvez, dans 95% des cas, décrire en fait un système organisationnel au travers de ces différents gaspillages. Alors, vous ne voulez pas non plus trop utiliser de mots japonais, mais vous voyez les mudas, en fait, c'est le mot consacré dans la littérature, vous trouverez ça. La notion de variabilité, on la retrouve, rappelons-nous, il n'y a rien de pire que la variabilité. La variabilité, un excès de variabilité, c'est vraiment considéré comme étant quelque chose qui va flinguer la notion de performance. Et puis, on retrouve là la notion de MURI, qui est en fait une suractivité ou un stress. J'entends parfois ou dans des reportages ou dans des remontées par rapport au Lean, je dirais, on parle des temps modernes de Charlie Chaplin. Non, franchement, on est bien loin de ça, parce que justement, l'objectif, c'est certainement pas de faire courir les gens plus fort et plus vite. L'objectif, c'est de les faire travailler dans un environnement où les process ont été un peu travaillés dans une logique, en fait, de diminution des gaspillages. Et en fait, on voit bien que ça boucle. Et quand on dit qu'on réduit, je dirais, le temps de traversée, c'est pas les gens qui courent plus vite, c'est le produit qui s'écoule plus vite, ou l'information qui va plus vite. Donc ça, quand vous allez plus loin en fait dans les programmes de transformation, on active vraiment tous ces sujets pour arriver je dirais, à améliorer la notion de performance. Alors après, comment est-ce qu'on peut utiliser, je dirais, ces principes de manière très concrète?
En fait, quand vous rentrez dans ce type de choses, il y a au moins 3 prérequis. C'est la remise en cause permanente. C'est-à-dire, si une boîte ou une organisation qui n'accepte pas, à un moment donné, de penser différemment, c'est un peu compliqué parce qu'on va se heurter. Ah oui, on l'a déjà fait, chez nous, ça ne marche pas, et puis c'est trop compliqué, etc. Donc, la notion de remise en cause permanente, elle est, je dirais, elle est fondamentale par rapport à ce type de programme. Après, il y a la vision de ce qui est encore plus connu du Lean, c'est-à-dire le juste nécessaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est approvisionner la bonne quantité sur le bon emplacement au niveau de la chaîne de valeur. C'est vraiment une notion de juste nécessaire. Et en fait, on voit ici l'élimination des gaspillages. Et puis, vous avez un peu une tarte à la crème, on parle beaucoup de ça, c'est la notion d'intelligence collective. J'ai vu que vous aviez des formations qui étaient un peu orientées là-dessus. Allez-y, c'est super intéressant. Intelligence collective, c'est juste à un moment donné de travailler l'alignement global d'une boîte. L'alignement global, c'est pas si naturel que ça, puisque vous avez des gens qui vont penser, je dirais, plutôt dans une optimisation locale et qui ne vont pas forcément se projeter à quelque chose de plus global. Donc, si vous avez la volonté, et si vous avez l'intelligence collective, si vous avez le juste nécessaire et si vous avez la remise en cause permanente, alors vous avez les fondamentaux de base, je dirais, pour essayer de travailler sur ces sujets et, encore une fois, en période de crise ou non. Alors, dans le Lean, on entend beaucoup parler de SQDC. SQDC, c'est une approche pour en fait piloter la performance. Vous voyez que le C, en fait, il vient en dernier. C'est-à-dire que le coût, en fait, c'est une conséquence du travail que vous faites sur votre organisation, sur la qualité de vos produits, sur l'innovation, sur les délais. Et on pensait que si la sécurité, la sérénité, la qualité et les délais sont là, ça veut dire que vous avez mécaniquement des coûts qui vont baisser. Il y a une règle empirique qui est la règle des 4 de 20, c'est-à-dire que si vous diminuez en fait un temps de traversée par 4, vous augmentez vous multipliez votre productivité par 2 et vous réduisez le coût de 20%. C'est une règle empirique, ne me demandez pas de la démontrer, je peux vous garantir que ça marche. C'est cette notion de réduire son temps de traversée, parce que plus vous réduisez votre temps de traversée, mécaniquement, plus vous augmentez la probabilité d'avoir moins de gaspillage. Et donc, vous voyez que, en fait, on n'est pas là à s'obséder sur les coûts. Par contre, oui, il y a peut-être des actions à mener pour faire un peu moins de gaspillage. Donc ça, c'est sous. Donc là, je vous ai présenté, je vous mets en fait ce qu'on appelle la maison, on va dire la maison Toyota, dans laquelle vous retrouvez les 2 piliers, c'est-à-dire le pilier concernant l'écoulement, les flux, un pilier de qualité, et puis, comme toute maison, il faut des fondations. Les fondations, en fait, c'est les standards. Les standards, mais ça ne veut pas dire que tout le monde fait rigoureusement la même chose et surtout le standard est défini, ce n'est pas une procédure. Le standard, à un moment donné, c'est une meilleure façon de faire qui a été en fait décidée par l'ensemble des gens de terrain. Donc ça peut être des opérateurs en fabrication, ça peut être des compagnons dans le domaine du bâtiment, ça peut être des comptables dans le domaine du traitement, je dirais, de production de résultats, etc., etc. On peut décliner les sujets, je dirais, à l'infini. Alors, un point qui est important, c'est que dans le Lean, souvent, c'est chouette, j'ai un problème. Alors, c'est curieux comme approche, mais est-ce qu'on considère que la seule façon de s'améliorer, c'est de rentrer dans une résolution de problème et d'analyse de causes racines.
pas si les 5 pourquoi vous disent quelque chose, hein. C'est-à-dire que quand vous avez un problème, c'est pourquoi, et au bout du 5e ou du 6e ou du 7e, putain, vous tombez peut-être sur une cause racine. Et donc, c'est en flinguant la cause racine que le problème, il ne réapparaît pas. Il y a des gens qui définissent le livre, notamment les vétérans de Toyota, comme étant un système d'apprentissage. Donc, ils ne vont pas vous parler, eux, de gaspillage, de flux tiré, etc. C'est un système d'apprentissage. C'est j'apprends de mes erreurs, donc je fais. Mais pour faire ça, il faut rendre visibles les problèmes. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, quand un mec a un problème, s'il va voir sa hiérarchie et s'il s'en prend une, le problème, il va rester caché, etc. Et un problème caché, ça ne peut pas se régler. En fait, et là, on rentre dans la mécanique de la résolution de problèmes et de l'analyse des causes racines. Et donc, de la maturité organisationnelle de la boîte. Alors, en fait, les deux faces d'une même pièce, c'est-à-dire que quand on se dit qu'il faut faire quelque chose pour améliorer la situation, on peut penser l'un ou l'autre. C'est-à-dire, ouais, mais people, ils sont pas bien dans leur tête, il faut faire quelque chose, il faut faire une transfo culturelle, il faut les écouter, il faut faire une entreprise libérée, et gna, gna, gna. Bon. Mais d'un autre côté, si vous faites que ça, et après, pas pouvoir payer les salaires à la fin du mois, c'est génial aussi. Donc, à un moment donné, et c'est là où c'est compliqué, c'est qu'il faut assumer cette transformation culturelle parce que le Lean, c'est humain avant tout, c'est certainement pas technique, c'est humain avant tout, mais putain, à un moment donné, oui, il y a bien un comptable qui va vous sortir un compte de résultat et un bilan. Et à un moment donné, si vous avez racheté votre boîte sous LBO, il faut bien à un moment donné aller voir un banquier pour remonter de la trésor pour le payer. Donc, c'est ça qui est compliqué, notamment pour des petites boîtes qui doivent à la fois travailler sur leur people. J'ai vu que vos formations étaient très axées là-dessus. Et tant mieux, et c'est très bien. Je pense que les dirigeants de votre génération sont plus éclairés sur ces sujets que ceux de mon époque. Mais bon, ça c'est une remarque qui n'engage que moi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est bien ces deux sujets-là qu'il faut adresser. C'est-à-dire qu'il faut, surtout dans des situations de crise, où en fait, si en plus vos meilleurs vous lâchent, c'est quand même très emmerdant. Donc, ça veut dire qu'il faut être en capacité d'actionner, je dirais, un levier managérial, donc faire de la transfo culturelle pour que les gens se sentent mieux, tout en travaillant sur de la productivité et peut-être devoir licencier. Bon, voilà, donc des sujets qui sont compliqués, mais qui de toute façon doivent être traités. Alors, ça, je vous laisserai la presse, en fait, c'est les 10 comportements à suivre ou à adopter, mais que ça reprend en fait la remise en cause permanente, le juste nécessaire, et puis l'intelligence collective, d'accord? Donc vous allez retrouver là des choses dont on vient de parler, qui matérialisent la nécessité d'aller chercher la cause racine, la nécessité de travailler et de faire émerger les différents problèmes. Bon, ça, on va passer très rapidement. Je pense que oui, il faut aller plus vite, plus fort, moins cher. Enfin bon, c'est de toute manière, comme on l'a dit précédemment, je pense pas que ça s'arrange vraiment. Alors, j'en ai un peu parlé, c'est-à-dire le défi du management, et notamment par la mise en place de rituels de management. Alors, dans le Lean, on parle d'AIC, d'animation internale court. En fait, c'est des rituels qui sont là. Alors, on parle aussi de top 5, de top 10, c'est-à-dire que tous les jours, vous pouvez faire un top 5 minutes. Alors là, ça dépend vraiment de votre organisation. Ça dépend de votre structure hiérarchique, ça dépend de votre organisation. Moi, par exemple, au niveau du cabinet, je fais un top 30 une fois par semaine, d'accord ? Généralement, dans une boîte entre 100 et 200 personnes, on peut tout à fait imaginer avoir un top 5 ou un top 30
tous les jours, et puis on peut avoir un niveau de décision au niveau de la semaine. Ça se structure en fait, mais pour ça il faut quoi? Il faut des rituels, c'est-à-dire je dis par exemple que mon rituel, je le fais le lundi 18h30 à 19h, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il faut être là, d'une manière ou d'une autre. Ou si vous n'êtes pas là pour l'animer, il faut trouver quelqu'un qui l'anime, parce que sinon ça décrédibilise. Il faut respecter les horaires. Et puis, pour ça, il faut avoir du management visuel. Vous avez ici deux exemples. Un exemple de production, et puis un exemple qui est chez nous, en fait. Donc là, vous avez la tête des consultants, vous avez le SQDC, et puis vous avez les mecs qui sont bien, ils ont les lunettes de soleil, ceux qui sont pas bien, ils sont en rouge. Pourquoi? Parce que nous, on fait ça en mode matérialisé, parce que les gars, ils sont soit dans les TGV, soit chez des clients, soit à l'hôtel, soit ceci, soit cela, donc à un moment donné. Et c'est des métiers où vous êtes un peu secoués quand même, parce que vous n'êtes pas chez vous, vous êtes parfois sur des missions qui sont un peu compliquées. Donc, vous avez besoin à un moment donné de trouver un échange et vous avez besoin d'être écouté sur votre sérénité. Voilà, est-ce que je suis rouge, est-ce que je suis vert? Bon, ça se réduit pas uniquement à ça, hein, mais c'est un exemple que je prends. Donc, c'est un comportement managérial d'écoute, énormément d'écoute pour essayer de comprendre la situation, pourquoi ce qui aurait dû être fait n'est pas fait, et non pas pour reprendre le bâton, mais juste pour comprendre et puis ensuite rentrer dans une mécanique de résolution de problèmes. Donc, sachez que voilà, on appelle supervision active, animation intervalle court, mais ça c'est du jargon. Alors les outils de base, ça je vous les laisser. Je vais certainement pas vous faire la liste à l'après-vert de l'ensemble des outils. Sachez que sur chacun des piliers, à la fois sur la partie qualité, sur la partie flux, vous avez effectivement des outils, des démarches qui s'adaptent. Alors, bien évidemment, faire du lean dans un hôpital, dans une école de management, sur un site industriel ou en construction, vous avez comment dirais-je, un tronc commun, mais tous les outils ne s'appliquent pas partout. Donc, le travail que vous devez faire, que l'on fait lorsqu'on accompagne nos clients, c'est de se dire quelles sont en fait les meilleures solutions possibles pour régler les véritables problématiques. Il ne faut surtout pas arriver avec la caisse à outils sur la table, le POUC, et puis l'objectif c'est dans ma formation on m'a dit qu'il fallait faire du 5S, donc je fais du 5S ou de la carte de flux ou une VSM ou du Pokayoke ou du SMED, etc. Parce que si c'est utile, la réponse est oui, mais si c'est pas utile, on va agacer tout le monde. Donc voilà, donc ce sont des outils en fait qui sont à mettre en place en fonction des différentes problématiques. Alors, souvent dans les méthodes d'amélioration continue, en fait, on commence par cueillir les fruits mûrs. Donc, au lieu de monter tout en haut c'est un pommier, là, on se baisse simplement. Et ça, c'est la méthode de résolution de problèmes simples. Une usine qui n'a jamais travaillé ses flux, ou une organisation qui n'a jamais travaillé ses flux, quelque part, vous pouvez gagner très, très rapidement 20 à 30% de quelque chose. Une réduction, productivité, que sais-je. Parce qu'il y a des choses qu'on a l'habitude de faire, et qui ne sont pas forcément, n'ont jamais été forcément regardées, parce que peut-être que l'entreprise, elle fonctionnait bien. Nous, on est une boîte qui faisons du lean, mais je peux vous dire que le fait de travailler avec un peu moins de chiffre d'affaires, et voilà, ça repose le débat, quoi. C'est-à-dire, quand vous gagnez de l'argent et que tout va bien, vous n'êtes pas forcément enclin à aller regarder, à imaginer, putain, s'il y a un confinement, s'il y a une catastrophe, comment je vais m'en sortir. Donc, il y a un travail à faire sur son organisation et sur soi, et au fur et à mesure que vous prenez de l'habitude, vous êtes en capacité, je dirais, de régler des problèmes de plus en plus
de plus en plus complexes. Alors, quelques exemples. Ça, c'est un exemple, c'est un peu classique, mais bon, vous avez souvent, quand on fait des visites de sites ou d'organisations, parfois un peu le brin, un peu le fatras, etc. Et en fait, là, vous avez ce qu'on appelle la démarche 5S, qui vous permet de travailler un peu sur votre poste de travail. Vous pouvez aller même sur l'ergonomie de votre poste de travail. Et puis, parfois, vous pouvez aussi contribuer à réduire des accidents, parce que nous, on intervient pas mal en site logistique. Donc, en site logistique, une palette qui est posée là où il ne faut pas qu'elle soit posée, même si les mecs, ils ont des chaussures de sécurité, vous pouvez vous prendre la palette, etc. Et donc, ça vous fait que c'est accidentogène, en fait. Donc, le 5S, ce n'est pas uniquement je range et je trie. Le 5S, ça permet aussi d'aller sur la standardisation et de se dire, une fois qu'on a défini que c'était ça le standard en termes de rangement et en termes d'organisation, qu'est-ce qu'on met en place pour tenir ça. C'est vrai que en construction, dans le BTP, le 5S est quand même pas mal utilisé, notamment pour la maîtrise, je dirais, des chantiers, quoi. Un exemple logistique, bon, voilà, c'est assez classique, mais l'objectif derrière, c'est aussi de travailler sur du marquage au sol, du standard. Et quand il y a un intérimaire qui arrive, je veux dire, s'il y a un standard, c'est quand même plus facile de lui filer, quoi, plutôt que d'arriver, le mec, il n'est pas formé, et puis il va essayer de se démerder par lui-même, et donc il peut commettre des erreurs aussi, etc., etc. Voilà. Un autre exemple qui est souvent utilisé, que je vous engage à faire quand vous n'y comprenez plus rien à votre process. Des fois, dans nos boîtes, on a des trucs, on se dit, mais c'est quoi cette affaire? Donc, faites un groupe, réunissez les gens qui vont bien, et puis, quelque part, en ordonnée, vous mettez, par exemple, les achats, la production, les ventes, etc. Et puis, vous listez les process. D'accord? Alors, tu fais quoi? Toc, toc, toc. Et puis, à chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas bien, vous mettez un petit post-it orange. Et en fait, ça, c'est un irritant. Ce qu'on appelle un irritant. Et une façon de traiter le process, c'est effectivement de flinguer des irritants. Nous, on l'a fait sur un process de production de chiffre d'affaires, donc entre l'administration des ventes, le contrôle de gestion et la comptabilité. Ils se sont réunis et puis elles ont sorti un diagramme de carte de flux, l'objectif étant en fait de sortir le chiffre d'affaires du mois N-1 J+4. Ça peut servir dans les périodes où vous vous dites ok, je pensais faire ça, mais concrètement, combien j'ai fait? Parce qu'il peut y avoir des problématiques d'encours, etc. C'est pas si simple de sortir un chiffre d'affaires à J+4. Et ça, c'est du process, c'est de la carte de flux, et c'est super important de le faire avec les gens qui travaillent sur le process. Ça, c'est pas un truc de... Alors, vous pouvez vous faire aider par un consultant là-dessus, quoique, je dirais, quelqu'un qui est... Voilà, il y a pas mal de gens aujourd'hui qui travaillent avec ce type d'outils. Ça n'a rien de compliqué, mais par contre, ça permet effectivement de verbaliser et ça permet de rendre visible le problème et ensuite de le traiter. C'est quand même des outils qui sont simples et qui peuvent, je dirais, produire du résultat. La route Deming, on en a parlé, hein, c'est le fameux PDCA. Donc, je planifie, je déroule, je contrôle et puis ensuite je corrige en fonction. Là, on est vraiment sur l'amélioration continue. D'ailleurs, on peut traiter des projets d'amélioration en PDCA pour savoir exactement où on en est des différentes phases. Alors, et je vais bientôt en terminer, c'est que, en fait, tout ça, pourquoi quand on mène ce type de projet de transformation, dans 95% des cas, on arrive à une satisfaction, je dirais, des clients.
Et tout simplement parce que vous avez réduit vos délais et vous avez travaillé sur votre qualité. Je ne connais pas une démarche de transformation qui, à un moment donné, ne se pose pas des questions sur la fluidité, les délais et la qualité. Et puis, un point aussi, comme on l'a vu au niveau de 5S, c'est-à-dire qu'on doit travailler sur les conditions de travail. C'est important, hein. Dans S, il y a sécurité, il y a sérénité. Mais là, on est sur des résultats induits qu'on ne voit pas forcément apparaître dans le compte de résultats. D'ailleurs, le lean n'est pas vraiment un compte de retournement. Ça peut contribuer à vous orienter sur des pistes, des réflexions, mais si vous êtes à 2 ou 3 mois du dépôt de bilan, ce n'est pas du lean qu'il faut faire. Par contre, si vous pensez que, OK, il y a un peu de trésor, il y a les banques qui sont derrière vous, il y a vos clients qui vous payent, vous pouvez justement profiter de ce moment pour bon, je ne suis pas encore complètement là, j'ai mes collaborateurs, c'est important aussi de les rassurer, j'ai des clients qui sont là, j'ai les banquiers qui sont là, alors à ce moment-là, ça peut être intéressant de rentrer dans ce type de démarche, accompagné ou non, hein, je dirais, vous avez quand même, alors je n'ai pas vu forcément de formation en ligne, mais c'est pas grave. En tout cas, il y a des sujets qu'un dirigeant peut prendre, notamment de petites structures, peut prendre en direct sans trop de difficultés. J'ai juste 2 slides concernant, je dirais, une démarche que nous, on a mis en place. Donc, vous retrouvez en fait les 3 juste nécessaires, remise en cause permanente et intelligence collective. Simplement, on a ici un pavé du milieu qui permet de travailler de manière un peu plus, je dirais, rapide pour sécuriser le périmètre, prioriser les actions. Cette démarche, en fait, c'est une démarche rebond. Donc, il y a une auto-évaluation. Après, on fait un diagnostic, un accompagnement, une pérennisation. Donc, en fait, je n'ai pas voulu axer là-dessus parce que vous l'avez compris, c'est nos offres commerciales et j'ai bien compris que c'est pas le sujet ici. Pour autant, si vous partez dans ce type de réflexion, ne partez jamais accompagné ou pas sans diagnostic préalable sur un niveau de maturité de l'ensemble de ces sujets, c'est-à-dire les flux, votre capacité à innover. Je répète, hein, en situation de crise intense, un repositionnement stratégique est tout à fait possible. Je veux dire, c'est pas une vue de l'esprit. Alors, après, évidemment, tout dépend de l'intensité du choc, tout dépend de la capacité que vous avez à bouger vous-même, à faire bouger vos équipes. Est-ce que vos clients vont vous suivre dans les nouveaux produits, etc. C'est beaucoup de questions en fait qui peuvent se poser, mais qui sont assez passionnantes et assez intéressantes. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous a plu. Je suis tout à fait ouvert pour répondre éventuellement à vos questions, s'il y en a. C'est une entreprise qui est dans une extrême difficulté, ne peut pas uniquement s'en sortir avec ce type d'approche. Si tu veux, c'est toujours pareil. Tu trouveras toujours des gens pour te dire que oui, il n'y a pas de problème. Moi, franchement, non. C'est-à-dire que c'est une solution, c'est une approche qui peut permettre en fait d'anticiper les futurs problèmes. Mais il faut qu'elle soit combinée avec une vision globale. C'est ce qu'on fait
l'offre rebond, c'est-à-dire que là, on enquille très rapidement pour le cas où le dirigeant n'aurait pas fait ce qu'il faut faire pour se protéger en termes de trésor, c'est-à-dire d'aller chercher du PGE. Là, effectivement, il faut qu'on active tous les sujets, c'est-à-dire si, en allant chercher un prêt garanti pour l'État, on arrive à prolonger, je dirais, une durée de vie de 6, 12, 16 mois, oui, c'est jouable. Il faut enquiller tout de suite sur ce type de démarche. Donc, en fait, il n'y a malheureusement pas de réponse universelle. Tout dépend de la profondeur de la difficulté. Est-ce que c'est simplement passager, parce qu'il y a un trou énorme dû au confinement et de business? De toute façon, globalement, le secteur, il va y avoir une contraction de business, quasiment une perte de chiffre d'affaires de 20 à 30%, quels que soient les secteurs pour 2020, mais après, ça devrait remonter en 2021, on pense. Mais c'est pas une boîte magique, quoi. Il y a plein de bon sens dans ce type de choses. Après, il faut avoir la volonté de vouloir transformer cette boîte. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont très proches de ce qu'on entend aujourd'hui sur les entreprises libérées, etc. Enfin, je veux dire, c'est s'autoriser à penser différemment, ouvrir un peu les vannes et puis travailler énormément en fait avec les équipes. Je veux dire, c'est un truc pour les gens, en fait. C'est pour les gens de terrain. Et c'est vrai que quand on arrive à basculer, on arrive à des résultats qui sont quand même assez exceptionnels, je dirais. Tant pour la performance financière que pour le bien-être des gens. Pour appuyer ce que disait Nicolas, en fait, dans ce que vous avez expliqué, on doit emmener toute une équipe avec nous, enfin tous les collaborateurs, il faut les emmener dans la démarche. Et la résistance au changement, je suppose que c'est un des principaux freins qu'on rencontre. Et il n'y a pas de meilleure situation qu'une situation où où l'entreprise est dans des bonnes dispositions pour commencer à mettre en place ces démarches. Nous, c'est ce qu'on recommande, c'est-à-dire on recommande, n'attendez pas. Alors, le Covid est un peu particulier parce que c'est une crise de demande et d'offres, enfin, je veux dire, c'est très révélateur. Mais oublions 2 minutes, c'est un peu compliqué, mais oublions 2 minutes le Covid. Nous, ce qu'on recommande dans notre approche, c'est de démarrer ce type de démarche quand globalement, vous êtes en bonne santé, que vous commencez à avoir quelques signaux faibles qui vous laissent penser que si vous faites rien, un jour ça va tomber et là ça va être beaucoup moins sympathique. Mais c'est l'anticipation. Alors évidemment, pour une boîte d'aller engager des frais, parce que si vous faites appel à un cabinet de conseil, on n'est pas gratuit. Alors il a le sentiment et il a raison que ça va bien, que les gens sont contents. Mais nous, on vient le voir en disant oui, mais attention. Alors il se dit ouais, mais eux, c'est des malins. Enfin, ils veulent dégrader un peu ma situation pour enquiller une mission de conseil. Bon, vous l'avez vu, on a beaucoup de clients, on fait de la formation, on n'attend pas là après une ultime facturation. C'est-à-dire que nous, on fait ce métier parce que d'abord, on a tous été dans les opérations avant et on est passionné par ça. Donc, mais si on attend trop longtemps, il y a d'autres problèmes qui arrivent parce que vous ne pouvez plus être en situation de sérénité. Et donc là, c'est panique à bord, il n'y a qu'un truc qui compte, c'est un rendez-vous avec le banquier, et puis il faut à tout prix. Et les collaborateurs, ils voient bien que vous êtes un peu plus enfermés dans votre bureau, qu'il y a des mecs qui arrivent qui ne connaissent pas, c'est les banquiers, c'est peut-être les comptables, des avocats. Et là, ça commence à tambouiller. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est essayer de mettre en place ce type de démarche quand justement les choses vont pas si mal, ou alors vous êtes en croissance et vous voulez appuyer en fait, une démarche de croissance en fait. Je voulais vous interroger, quelle différence faites-vous entre le lean et une organisation? Est-ce que c'est complémentaire?
là, c'est complémentaire. Il y a même des, comment dirais-je, des normes ISO qui décrivent cette complémentarité entre une approche normative et une approche Lean. Le problème de l'ISO, enfin, ça c'est mon expérience. Peut-être que bon, il y a des choses différentes, mais si vous voulez, comment ça se passe un audit ISO? Bon, voilà, on a la veille ou l'avant-veille, ou même avant, on revoit les procédures, etc. On met ça dans un beau classeur, et puis quand l'auditeur vient, on sort le classeur. En fait, nous, ce qu'on constate, c'est que dans les normes ISO, il y a beaucoup de choses qui sont décrites, donc des flowcharts, des belles images, mais en fait, souvent, il y a un écart fondamental entre ce qu'on a dans les ISO et ce qui se passe sur le terrain. Et c'est pour ça que je trouve que c'est tout à fait complémentaire, parce que c'est pas mal non plus aussi de normer un peu les choses et de processer, de procédurer. Donc quand vous avez les deux approches, c'est-à-dire une approche purement normative et procédure, avec une approche people, humain, à regarder ce qui se passe sur le terrain, ben vous pouvez en fait faire converger les deux, et là vous êtes sûr que vos procédures qui sont baptisées en forme de standard sont parfaitement suivies. Et c'est vachement sympa, je trouve, de pouvoir sortir un classeur en ayant quasiment la certitude que ce qui se fait sur le terrain, c'est rigoureusement ce qu'il y a décrit. Ne serait-ce que pour je dirais, le sérieux et la pérennité de la démarche. Donc moi, en tout cas, je les oppose pas. Et c'est vrai que, bon, alors maintenant, on n'en fait plus trop d'ISO, mais venant de ce monde-là, on a aussi voilà, évolué, mais en tout cas, moi, je les oppose pas et c'est parfaitement complémentaire. Pensez... Alors ma question, j'essaie d'être clair. Je suis dans le service. J'ai bien compris cette notion de gaspillage. Dans le monde du service, on parle de l'esprit Burzog. Je ne sais pas si ça parle. Réduction, enfin des services support et rendre les équipes autonomes. Et du coup, je fais le lien par rapport au gaspillage et voilà. Et alors moi, je suis pas du tout dans cet état d'esprit. Enfin, Burzog, c'est aussi l'entreprise libérée. Oui, Burzog, oui, c'est en Suède. C'est en Finlande. Ouais, c'est là-haut, ouais. C'est là-haut. Ouais. Et par contre, enfin voilà, le mot gaspillage, alors je l'entends mais attention à pas sacrifier l'humain, quoi. Oui, enfin, le mot gaspillage, c'est pour ça que, ouais, enfin, on préfère utiliser MUDA parce que le gaspillage, il a une connotation négative. Et parfois, il y a du gaspillage nécessaire. C'est-à-dire que si vous faites une tâche qui est du contrôle, le contrôle, c'est un gaspillage. Vis-à-vis du Lean, vis-à-vis de la vision un peu rude du Lean, c'est typiquement du gaspillage. Et pourtant, il y a des contrôles qui sont obligatoires. Donc, laisser penser que la personne qui fait ce contrôle obligatoire, on lui dit « tu fais du gaspillage », non. Je suis d'accord. Là, on discute entre nous et c'est à vertu pédagogique que j'essaye d'expliquer les choses. Il est bien clair que quand vous êtes notamment dans des organisations, des structures qui font du service, donc qui traitent des dossiers, etc., il faut être très respectueux même du gaspillage que vous observez, parce que si quelqu'un fait ça depuis 15 ans, on ne va pas lui dire « mais attends, ça fait 15 ans que tu perds ton temps ». Donc après, ça c'est la posture du cabinet, enfin, quand on accompagne, c'est la posture du consultant à faire les choses correctement d'un point de vue humain. Maintenant, aussi essayer de personnes, la manière dont elles opèrent. Mais là, chaque cas est un cas particulier. Hein. Il y a des organisations dans lesquelles on va laisser parce que des fois, vous passez des gens qui sont open space, vous les passez en open space, il y a des dépressions. Hein. Moi, j'ai vu ça dans ma carrière. Donc, il faut faire attention aussi au changement. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on n'est pas des brutaux. Hein. On arrive avec l'humilité que quand on a des boîtes, les patrons ne nous ont pas attendus non plus
du business. Donc, il y a une humilité, mais de temps en temps, pour nommer les choses et dire les choses. Et là, il y a un peu de travail, je dirais, notamment quand on fait des restitutions. Une restitution, ça se prépare, hein, parce que la restitution, généralement, on va avoir le patron de site, le délégué CGT. Bon, ça se prépare. Sinon, on s'améliore jamais. Enfin, l'humain dans nos démarches, c'est clairement fondamental. Hein. Non. Ah ben, j'ai plus qu'un exemple. En fait, je peux citer Rolomatic. Rolomatic, c'est une boîte qui est en Suisse. C'est une boîte de 200-300 personnes maintenant. Et en fait, ils font des centres d'usinage qui servent à l'usinage de pièces qui rentrent dans l'iPhone. D'accord ? Donc, en fait, ils équipent, je dirais, les États-Unis, ils équipent tous les grands horlogers de Suisse. Et c'est un projet qu'on a démarré avec eux en 2012. En 2012, le patron a eu une fulgurance. Il s'est dit, en plus, c'était, ça commençait, c'était un peu l'époque du Francfort. Et en fait, il se disait, moi, je veux gagner. Il était très axé sur la productivité. Voilà. Très axé sur la productivité. Et en fait, son usine n'était pas organisée en ligne. C'est-à-dire que vous aviez en fait la bécane, et puis progressivement, chaque jour, des électriciens, des monteurs venaient finaliser, assembler dans une logique où c'était plutôt les gens qui venaient en fait à la machine. Donc je vous raconte pas sur une halle de, je sais pas, 400-500 mètres carrés, le bordel que c'était, parce qu'en fait, il y avait des nouvelles commandes, donc Plouc, il posait la bécane là où il y avait de la place, et puis les mecs, il y avait des croisements de flux, de bécanes, des flux de monteurs, d'électriciens. Donc, on a fait un diagnostic, on a travaillé avec eux, et aujourd'hui, il y a 6 lignes. On a travaillé avec eux sur les achats, la supply chain, la R&D, l'industrialisation. Et une chose est sûre, s'ils n'avaient pas fait de ligne, ils n'auraient pas pu produire la quantité nécessaire demandée par les clients, notamment en 2017-2018. C'est l'entreprise Rolomatic. Vous pouvez voir comment dirais-je, je crois que sur notre chaîne de YouTube, il y a un témoignage client et vous voyez de façon très concrète ce qui a été fait. C'est-à-dire qu'on est passé par des étapes où en fait les gars ont travaillé eux-mêmes sur leur poste de montage en simulant avec du bois, avant de passer sur des outils entre guillemets définitifs. Et on voit la reconfiguration globale où aujourd'hui, vous avez votre bécane qui tous les jours crante des approvisionnements en flux tiré, c'est-à-dire des approvisionnements qui viennent en assemblage final sur la bécane. Donc, on n'est plus du tout dans cette espèce de ruche où il y avait un bordel pas possible, et bien évidemment, bordel pas possible, engueulade, accident, etc. etc. Aujourd'hui, quand on visite Rolomatic, parce que c'est pour nous un cas qu'on fait visiter quand il y a des clients qui nous demandent justement, votre discours, c'est bien sympathique, mais concrètement, ça donne quoi? Donc, on emmène chez Rollo, et en fait, que l'usine soit en surchauffe, ils n'ont rien à foutre, quasiment. Il y a de la musique, les mecs, ils marchent au même pas. Et avec un développement qui a été fait sur la polyvalence et la polycompétence, notamment entre monteurs et électriciens,
et notamment sur le fait que eh bien, il y a une réelle entraide qui s'est mise en place, c'est-à-dire que il y a 5 ou 6 lignes de production. Quand il y en a une qui termine avant, le gars va voir son team leader, il lui dit bah, moi j'ai plus rien à faire, ok, bah tiens, les autres ils sont en surchauffe, et donc ils viennent en augmentation de capacité. Donc ce que ça a développé aussi, au-delà du fait patron, il est bien content parce que il peut vendre à Rolex ou à Chopard ses centres d'usinage, mais au-delà de ça, ça a développé une réelle entraide au niveau des gens de terrain. Et la vidéo montre ça très clairement. Hein. Et d'ailleurs, la vidéo, elle est humaine, quoi. C'est les mecs, c'est des opérateurs qui parlent, c'est des monteurs. Hein. À un moment donné, il y a le patron de site qui cause, mais je veux dire, on voit bien qu'on a fait des choses pour le terrain, quoi. Et les mecs se le sont appropriés. Et nous, on est content d'accompagner ça. Après, on a accompagné Régilet à Mâcon. Régilet, tout le monde sait ce que c'est. Donc, on les a amenés à travailler un peu plus sur le rituel de management, sur l'animation à intervalles courts, etc., etc. Bon, sur notre site, vous pouvez voir plusieurs cas clients qui sont décrits et vraiment à la fois dans le domaine de l'industriel, mais aussi dans le domaine des services. Donc, ça produit du résultat. Ça, je veux dire, quand c'est bien fait, ça produit du résultat. Dans le domaine de la construction, on bosse avec Vinci. Alors oui, il y a des chantiers qui se passent plus ou moins bien. En fait, c'est quoi qui fait qu'un chantier ou un programme se passe plus ou moins bien? Il y a beaucoup l'engagement du dirigeant. C'est-à-dire que c'est fondamental. D'abord, c'est de l'investissement, c'est quand même des coûts. Et si le dirigeant il fait ça de loin, bah, ça fonctionnera pas bien, quoi, en fait. Et c'est vraiment un des facteurs clés de succès. Donc voilà, c'est des sujets qui sont passionnants, mais encore une fois, quand c'est bien fait et fait dans le respect de l'humain, ça fonctionne pas mal. J'ai encore une petite question. Dans la présentation, il y a un moment, vous avez dit il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait lundi? Du coup, je vous pose la question. Nous, après cette formation, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans nos entreprises dès lundi? En se disant, tiens, ça marche dans un grand pourcentage d'entreprises. Il y a des petites techniques simples. Il faut se baisser pour ramasser la pomme plutôt que de se lever. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dès lundi dans nos entreprises pour qu'on se souvienne pendant longtemps de cette formation? Alors, moi, en réponse, je vais essayer de donner une réponse qui aille à peu près à tout le monde. Et je ne sais pas comment vous êtes organisé en termes de pilotage de performance et de rituel de management. Je pense que ce que vous pouvez faire lundi, c'est réfléchir un peu sur vos pratiques d'animation en fait, par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, et puis créer ce qu'on appelle une séquence d'animation à intervalles courts, c'est-à-dire structurer un tableau de pilotage sur le SQDC et puis commencer gentiment avec vos collaborateurs à travailler et à contribuer à faire rendre visibles les problèmes. En fait, pour résumer, l'animation à intervalles courts ou le rituel de management, ce que vous devez faire, c'est construire un support avec le SQDC, comme vous l'avez vu, l'exemple que je vous ai montré par rapport au management des consultants chez nous. Vous devez dire, OK, on va se voir, mais pour parler de quoi, pour suivre quoi et à quelle fréquence, et rentrer dans cette dynamique de résolution de problèmes. Donc, ça améliore mécaniquement la communication, l'information, et ça améliore le pilotage de la performance. Moi, je pense que c'est... Et en plus, pour nous, si un jour vous voulez rentrer dans une démarche qui est plus poussée par rapport à ça, c'est ce qu'on appelle, on met la cale. Parce que le rituel de management de la performance sur des indicateurs de type SQDC, mais bien pensés, ça vous en aurez de toute façon mécaniquement besoin. Donc voilà,
Et chaque boîte peut le faire. C'est-à-dire que vous êtes 320 ou 5, avoir un petit support dans lequel on se ritualise un temps de contact tous les jours ou toutes les semaines pour parler des projets en cours. Vous avez un truc, c'est con, j'ai pas de paperboard, mais vous avez un tableau qui fonctionne très très bien, qui est tout con, hein, c'est le tableau Kanban où vous avez affaire en cours fait. Et puis vous mettez un post-it rouge là où vous savez que vous allez prendre du retard, ou un post-it vert quand ça va bien. Enfin, mais ritualisé, c'est-à-dire mettez-vous rigueur managériale en fait. C'est pas facile à faire, mais nous en tout cas on essaye de le faire chez nous parce que c'est normal, on le demande à nos clients, donc voilà un peu ce que je pourrais vous orienter, mais c'était plus une sensibilisation qu'une formation, très honnêtement. Mais voilà. Sécurité, qualité, délai, coût. Alors, après, libre à vous, hein, la sécurité, chez nous, on l'a mis en sérénité, la sérénité du consultant. Mais dans d'autres organisations, ça peut être les deux, etc. C, pour nous, c'est la charge. Est-ce qu'un consultant, il est surstaffé ou sous-staffé? S'il est surstaffé, c'est anxiogène. S'il est sous-staffé, c'est aussi anxiogène. Donc après, c'est à vous d'adapter en fonction de vos contextes, quelque part, que vous connaissez bien, quoi. Moi, j'ai une dernière petite remarque. Il y a encore des questions sur le... Parfait. Merci Eric. Moi, j'ai une dernière pour conclure et puis te remercier. 3 petites remarques. La première, c'est quand j'ai fait ma découverte pro à l'entreprise des Camps, et on est allé dans les ateliers, j'avais montré les ateliers de préfabrication. Et la remarque qui avait été faite, c'est que je parlais beaucoup de technologie de précision dans le bâtiment. On avait une entreprise qui paraissait être très moderne, très en avance sur son temps. Et les remarques qui avaient été écrites sur la petite note, c'était c'est pourtant bien le bordel. Ça représente pas l'image de ce que j'avais vendu. Et du coup, on a fait passer le lean. Et par l'intermédiaire de ça, aujourd'hui, si je faisais revenir tout le monde dans les bureaux de l'atelier de préfabrication, on verrait que ça a bien évolué, que c'est bien plus structuré. Ça donne un peu plus l'image de l'entreprise. Donc ça, c'est pour la petite anecdote comme quoi ça fonctionne bien. Nous, sur ce qu'on a mis en place, c'est pas un gain d'argent, c'est plutôt un gain de confort pour les personnes, en fait. Il n'y a pas eu un gain démesuré sur le coût de production. Ça a plutôt été un gain pour que les personnes elles se sentent mieux dans leur poste de travail. Après, je rebondis sur ta remarque sur la formation. En fait, je me dis, il n'y a pas de formation Lean au CJD. Guillaume, il faut qu'on te recrute en formateur sur 2 jours pour les 2 prochaines années, là, si tu veux bien avancer là-dessus. Puis ma 3e et dernière remarque, c'est donc j'ai besoin de toi pour que tout le monde paye sa cotisation et améliore le processus, parce que ça marche pas très bien au CJD. Enfin, ça, c'était pour sinon, après, il y a la batte de baseball qui marche aussi, mais ça... Merci à tous et puis merci à vous en tout cas. Encore merci à Cédric.